Les procureurs fédéraux affirment qu'une adolescente voyageant d'Anchorage à Seattle s'est retrouvée assise près d'un prédateur. L'homme qui l'a agressée durant ce vol ira maintenant en prison. Nous nous entretenons avec un avocat qui plaide au nom des survivants d'agressions sexuelles pour analyser ce type d'affaires. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Un homme de 28 ans, originaire de la petite ville de Deering, en Alaska, va aller en prison. Après que les procureurs ont déclaré qu'il était allé jusqu'à l'extrême pour toucher le corps d'une adolescente assise à côté de lui lors d'un vol de l'Alaska vers Washington. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington affirme que le comportement inapproprié de Trayton Chasbaley a eu lieu sur un vol Alaska Airlines entre Anchorage et Seattle-Tacoma en janvier. Au lieu de continuer, le vol 190 a été arrêté à l'atterrissage. Il faut en parler. Et pour parler de cela, des détails troublants dans cette plainte fédérale, je veux inviter John Clune, avocat civil qui plaide au nom des survivants d'agressions sexuelles. John, merci beaucoup d'être avec nous. L'une des choses les plus effrayantes dans cette affaire, c'est évidemment l'endroit où cela s'est produit, n'est-ce pas? La victime était assise à l'arrière de l'avion, près du hublot. Ballet était assis à côté d'elle, au milieu. Cette fille n'avait presque aucune issue. Avez-vous déjà vu cela? Malheureusement, oui. Je veux dire, certains de ces cas dans les avions deviennent de plus en plus courants. Je ne suis pas sûr que ce comportement devienne plus courant, mais au moins, le signalement de ce genre de choses devient plus fréquent. Souvent, c'est le siège côté hublot, car, comme vous l'avez dit, on y est vraiment coincé, surtout à son âge. Oui, coincé. Il n'y a nulle part où aller, mais c'est aussi très audacieux, non? C'est un lieu semi-public. C'est un espace confiné. On peut tout entendre. On peut tout voir. Oui, souvent des délinquants sont attirés par ces occasions de commettre des infractions lorsqu'il y a beaucoup de monde et qu'ils risquent d'être pris. Cela fait partie de l'état d'esprit DVN de certains de ces types, donc ce n'est pas surprenant, mais c'est extrêmement troublant. Que s'est-il passé? D'accord, parlons de ce qui s'est passé. Eh bien, une fois que les forces de l'ordre ont été informées d'un incident dans l'avion, c'est là que le FBI a pris en charge l'enquête. D'ailleurs, laissez-moi commencer par là. Jean, est-ce bizarre que le FBI s'occupe de cette affaire ou est-ce logique vu qu'il s'agit d'un avion? Oui, parce que lorsque des affaires se produisent, disons, dans un train Amtrak ou dans un bus, on peut utiliser la juridiction locale comme lieu pour les poursuites et l'enquête. Dans un avion, ce sont généralement les forces de l'ordre et lois fédérales qui s'appliquent. C'est donc normal. D'accord. Donc, selon le rapport de l'agent enquêteur pour la plainte pénale, il est indiqué, je cite, « Le FBI a été désigné comme l'agence chargée de l'application de la loi responsable d'enquêter sur les crimes qui se produisent à bord d'un avion une fois que les portes sont fermées après l'embarquement, y compris toute interférence avec l'équipage de conduite ou toute agression physique ou sexuelle. » Et encore une fois, cela a du sens. Le FBI enquête sur les crimes qui traversent les frontières des États et un vol correspondrait à ce cas. Ensuite, on passe au 15 janvier. L'adolescent, désigné comme la première victime mineure ou victime mineure dans le dossier judiciaire, avait un inconnu assis à côté d'elle. La plainte indique que victime mineure, qui a 17 ans, voyageait avec sa mère et une amie. Victime mineure, était assise côté hublot, avec Ballet assis au siège du milieu, juste à côté de victime mineure, et l'ami de victime mineure, assise côté couloir. Environ 1 heure après le décollage, Ballet, qui semblait dormir, a posé sa main sur la partie supérieure de la cuisse de victime mineure, et a commencé à la caresser. Victime mineure, a repoussé sa main. Peu de temps après, Ballet a de nouveau posé sa main sur la cuisse intérieure de victime mineure, et a recommencé à frotter. Encore une fois, victime mineure, a repoussé sa main. Quelques minutes plus tard, Ballet a reposé sa main sur sa cuisse intérieure, mais victime mineure, l'a repoussé. Donc Jean Ballet a essayé encore et encore et encore. Et je me demande si le but était « et je dors, je ne me rends pas compte de ce que je fais ou d'où je vais ». Et ça, que c'était ça le but ici? Tu veux dire faire comme si ses mains erraient simplement pendant son sommeil? Peut-être. Je veux dire, l'une des façons dont les agresseurs peuvent s'en sortir, c'est d'adopter un comportement qui n'est pas évident. Cela peut dérouter la victime. Est-ce que la personne est à moitié endormie et ignore la situation? Dois-je en faire tout un cas? Si quelqu'un agresse sexuellement une personne sur un siège d'avion, la victime criera probablement. La victime va probablement appeler à l'aide. Donc, si vous adoptez un comportement qui est un peu plus déroutant pour la victime, vous avez plus de chances de vous en sortir sans être pris. Donc, cela pourrait faire partie de la motivation. Et il peut être gênant d'appeler le personnel de bord et de provoquer toute une scène, mais c'est tellement perturbant et déstabilisant.
Et ça te fait te demander à quel point c'est effronté. Penses-tu qu'il est possible qu'il ait déjà fait quelque chose comme ça auparavant et que personne ne l'ait signalé et qu'il ne se soit pas fait prendre? Pour reprendre ton mot, c'est un comportement très effronté. Cela ne semble pas être la première fois. Ah, nous ne connaissons pas d'autres cas, mais c'est un comportement vraiment audacieux. Et c'est généralement le signe de quelqu'un qui s'est habitué à commettre des infractions. Au fait, ici sur Sidebar, on parle souvent de situations d'urgence, mais ce dont on ne parle pas assez, c'est de la façon de se préparer pour pouvoir faire face à tout avec confiance. Saviez-vous que les chutes sont une cause majeure de blessures chez les Américains âgés? Oui, une personne sur 4 en fait l'expérience chaque année et obtenir de l'aide rapidement peut tout changer. Medical Guardian intervient alors. Et si vous pensez déjà savoir ce qu'est un dispositif d'alerte médicale, détrompez-vous. Medical Guardian innove sans cesse, rendant ses produits plus élégants, simples et rapides que jamais. Ils offrent des dispositifs à porter au cou, au poignet ou à la ceinture. Ainsi, la protection s'intègre parfaitement à votre vie quotidienne. Ces appareils, compatibles 4G LTE et Wi-Fi, vous relient en continu à des opérateurs d'urgence américains disponibles 24/24, connaissant déjà votre nom, localisation et contact. Ils peuvent envoyer les services d'urgence et prévenir vos proches, qu'il s'agisse d'une chute, d'une réaction allergique soudaine, d'un accident de voiture ou de tout autre type d'urgence. Avec la détection de chute, ils peuvent appeler les secours automatiquement si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton. Medical Guardian offre actuellement à nos téléspectateurs 75% de réduction sur ses modèles les mieux notés, le MG Mini et le MG Mini Lite, car être préparé n'est pas une question de peur, c'est vivre sans limite en sachant que l'aide est toujours disponible. Visitez medicalguardian.com/sidebar65. Profitez de 75% de réduction avec le code sidebar75 ou DDS75. La compagnie aérienne est-elle responsable? Ils n'ont probablement pas de responsabilité légale ici. Ils pourraient avoir une responsabilité s'il y a une raison pour laquelle ils auraient dû savoir que cela se passait. Certains des cas où nous voyons que les compagnies aériennes ont une responsabilité, c'est lorsqu'un signalement a été fait à quelqu'un et que ce signalement a été ignoré puis que l'abus a continué. Cela ne semble pas être le cas ici, donc peut-être pas. Nous avons examiné les antécédents criminels de Ballet en Alaska et à Washington. Et en novembre 2016, il a plaidé coupable d'agression au 4e degré en Alaska. Les détails précis n'étaient pas disponibles sur le site du tribunal. En juillet 2018, il a été inculpé pour harcèlement à Seattle. Aucune plainte pénale n'a été déposée, l'affaire semble abandonnée. En mai 2022, il a été inculpé pour violation d'une ordonnance de protection. Cette affaire est encore en cours dans le système judiciaire de l'Alaska. John, une compagnie aérienne, n'a pas à connaître les antécédents criminels ni à surveiller les passagers à bord. Comment cela fonctionne-t-il? Oui, en fait, ils ne le font pas, sauf pour des choses pouvant entraîner une interdiction de vol, ce qui dépend surtout de la Transportation Security Administration. Les compagnies aériennes n'ont aucune obligation de vérifier leurs passagers. Ils ont tout de même l'obligation de surveiller ce qui se passe dans leur avion. Mais encore une fois, ils doivent avoir une raison de savoir que quelque chose se passe et ensuite ne pas agir avant d'avoir une réelle responsabilité. Nous revenons à cette plainte fédérale. Il est écrit « MV1 a ensuite placé un oreiller sur ses cuisses et a abaissé la tablette sur l'oreiller. Ballet a déplacé sa main sous la coudoir puis l'a glissée sous l'oreiller sur sa cuisse. MV1 a appuyé sur l'oreiller pour l'arrêter. Il a retiré sa main. Et le bureau du procureur a précisé dans un communiqué de presse concernant la condamnation de Ballet qu'il s'agissait en réalité d'une peluche qu'elle utilisait et non d'un oreiller, ce qui rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une mineure dont nous parlons. MV n'a sorti son téléphone, écrit que l'homme à côté l'avait touché puis s'est levé pour montrer le message à sa mère assise derrière. MV en a aussi montré le message à son ami. Jean, bonne réactivité. Je pense que c'était vraiment intelligent de sa part de faire ça. Oui, et tu sais, en général, il ne semble pas que les jeunes de 17 ans soient des meilleures cibles pour les délinquants qui cherchent à s'en sortir sans être pris. Je trouve que les jeunes de 17 ans sont débrouillards, mais je lui reconnais le mérite d'avoir discrètement alerté sa mère sans tout aggraver, ni rendre la situation plus risquée ou effrayante, surtout qu'elle était un peu coincée. Est-il vraiment important qu'il y ait d'autres personnes avec elle, des témoins, pour une affaire judiciaire? Parce que vous savez, si je vous disais que quelqu'un a agressé sexuellement quelqu'un dans un avion, a touché quelqu'un de manière inappropriée dans un avion, vous penseriez que cela semble tellement impossible. Comment est-ce possible? Il doit forcément y avoir un malentendu ici. Et que quelqu'un ferait ça. Malheureusement, comme nous allons le voir, oui, ces choses arrivent bel et bien. Est-il vraiment essentiel d'avoir des témoins oculaires, corroborants ou de soutien sur place?
Oui, c'est le cas. Et vous savez, dans la plupart de ces cas, dans un avion, soit vous voyagez seul, soit vous ne voyagez pas à côté de personnes qui vous sont proches. C'est donc parole contre parole. Le fait qu'elle ait montré cela à sa mère avec le téléphone est une preuve très convaincante. Quelle est la raison pour laquelle la jeune fille de 17 ans montre ce message à sa mère, à part le fait que cela s'est réellement produit? C'était une preuve très importante. Revenons au dépôt. Il est écrit que sa mère lui a dit d'en informer les agents de bord. MV1 s'est levé et a secoué Ballot, qui semblait dormir, pour lui demander de bouger afin de sortir de la rangée. Il ne semblait pas se réveiller et elle est passée devant lui pour sortir de la rangée. Maintenant, John, nous savons à quel point les sièges d'avion sont devenus petits, à quel point les gens sont proches les uns des autres. Impossible de bouger, surtout au siège, près du hublot. Personne ne se lève, donc tu dois littéralement enjamber pour demander de l'aide. C'est une pensée vraiment effrayante. Ouais, et je pense que, tu sais, qu'à ce stade, heureusement, je crois que le jeu est terminé. Tu sais, on a l'hôtesse de l'air qui est en train de l'aider à ce moment-là. C'est juste un rappel de combien tu peux être coincé à ce siège hublot. Ensuite, le rapport continue. Je cite, « Elle a ensuite trouvé l'hôtesse de l'air et a signalé ce qui s'était passé. L'hôtesse de l'air l'a déplacée à un autre siège. MV1 n'a à aucun moment consenti à ce que Ballot lui touche la cuisse pendant le vol. John, l'équipage a signalé l'agression aux forces de l'ordre au sol. ACT Ballot a été arrêté. Y avait-il autre chose que l'hôtesse de l'air aurait pu faire? Vous savez, à ce moment-là, je veux dire, vous n'allez pas maîtriser la personne et vous essayez de maintenir un certain ordre dans l'avion. Il faut garder à l'esprit que vous avez tous ces autres passagers qui soit ne savent pas ce qui se passe, soit, s'ils le savent, ne veulent pas de scandale. Ils ignorent si cette personne est dangereuse ou si elle réagira différemment en cas de confrontation. À ce stade, le protocole semble avoir été respecté, c'est-à-dire éloigner la menace de l'autre passager. Et ensuite, je suis sûr qu'ils ont continué à surveiller M. Ballot. Et quel type de formation les agents de bord reçoivent-ils, en dehors de tout ce qui concerne la préparation d'un avion et les situations d'urgence? Existe-t-il une formation sur les agressions sexuelles ou les comportements inappropriés, en ce qui concerne la gestion des passagers indisciplinés ou qui commettent un crime? Par exemple, une agression sexuelle, reçoivent-ils une quelconque formation? Savez-vous? Je ne connais pas la réponse à cette question. Il semble pourtant qu'entre les agressions sexuelles et tous les autres incidents que nous voyons avec des passagers indisciplinés, incidents que nous pouvons tous observer grâce au téléphone et aux réseaux sociaux. Je suis sûr qu'il y en a une, mais je ne sais pas laquelle. Ballot a été inculpé pour contact sexuel abusif. La plainte affirme que Trayton Ballot a volontairement eu un contact sexuel avec la première victime mineure. Touché à plusieurs reprises l'intérieur de la cuisse de la première victime mineure sans consentement, dans le but d'abuser, d'humilier, de dégrader ou de satisfaire un désir sexuel. Est-ce que cela vous semble être l'accusation appropriée compte tenu de ces faits? Oui, c'est le cas. Vous notez qu'il ne s'agit pas d'un contact sexuel avec une personne précise. Tout contact, peu importe sa nature, visant la gratification sexuelle s'applique, qu'il concerne une partie du corps sexualisé ou les organes reproducteurs. Donc c'est le bon chef d'accusation. John, selon les procureurs, ce jury a délibéré pendant environ 1 heure avant de le condamner. Est-ce que cela vous surprend? C'est court, mais les preuves semblent assez solides ici. Donc je ne suis pas surpris, mais c'est une période très courte pour un verdict aussi sérieux. Nous comprenons aussi que cette accusation risque jusqu'à 2 ans de prison en cas de peine maximale. Est-ce suffisant? Ça ne donne certainement pas cette impression. Je veux dire, il s'agit d'une agression sexuelle sur un enfant de manière assez audacieuse et effrontée. Souvent, les affaires d'abus sexuels sont normalement poursuivies par l'État, sauf pour certaines accusations fédérales. Nous avons plusieurs options et souvent des peines plus longues avec des accusations au niveau de l'État, car c'est le système habituel pour les abus sexuels. Les fédéraux ont moins d'accusations à choisir. Même si c'était la bonne décision, elle ne punit peut-être pas assez le crime, surtout avec la précédente condamnation pour agression. Cela va-t-il décourager ce comportement à l'avenir? Non, je ne pense pas. Je veux dire, je pense que, vous savez, ce qu'on a vu avec les délinquants sexuels, c'est que la punition, en général, ne dissuade pas vraiment. J'espère qu'il bénéficiera d'un accompagnement pour infraction sexuelle en prison, même si l'effet pourrait être limité. Mais avant tout, c'est simplement un aspect punitif pour un mauvais comportement. Que cela répare réellement ou prévienne d'autres agressions est probablement moins l'objectif.
Ce n'est pas un cas isolé. En 2023, selon le FBI, les agents de liaison des aéroports ont ouvert 96 dossiers d'agressions sexuelles en vol. Plus tôt cette année, Barbara Morgan a poursuivi American Airlines, affirmant que la compagnie avait laissé un passager au passé problématique l'agresser sexuellement lors d'un vol l'an dernier. Elle dit qu'elle était assise à côté de Sherry et Abraham, qu'elle affirme l'ont tripoté à plusieurs reprises. Les documents judiciaires indiquent qu'Abraham aurait déjà eu des comportements inappropriés envers des femmes dans des compagnies aériennes. Le ministère de la Justice a inculpé Abraham pour abus sexuels. L'affaire est en cours. Maintenant, Jean, en dehors des statistiques qui sont assez alarmantes, cette affaire te semble-t-elle différente? L'affaire Abraham te paraît-elle assez différente pour qu'une compagnie aérienne soit jugée responsable? Eh bien, je veux dire, cela ramène à la question du devoir de la compagnie aérienne d'assurer la sécurité des passagers dans ses avions. Jusqu'à présent, avec les affaires qui ont existé, il n'y a eu aucune conclusion selon laquelle les compagnies aériennes ont le devoir de vérifier leurs passagers de manière générale avant qu'ils ne montent à bord de leur vol. Donc, le fait qu'ils aient ce passé de comportement, à moins que ce ne soit, tu sais, d'une certaine manière avec la même compagnie aérienne, alors ils n'auront probablement pas de responsabilité pour cela. Mais si, tu sais, encore une fois, s'il y a quelque chose que le personnel remarque pendant le vol et qu'ils n'y répondent pas, alors il peut y avoir une responsabilité. Mais c'est certain, je veux dire, l'affaire Abraham est certainement une série de faits plus aggravés compte tenu de l'historique. Mais une compagnie aérienne ne signale pas cela, n'est-ce pas? Si vous avez un gars qui a déjà fait ça dans des compagnies aériennes ou qui s'est livré à ce genre de comportement, ce n'est tout simplement pas signalé. Ce n'est tout simplement pas inscrit dans les dossiers. D'ailleurs, vous avez déjà géré un incident similaire, mais c'était dans un bus Greyhound, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Et c'était une jeune fille, elle avait 9 ans à l'époque, et c'était une mère qui voyageait avec ses 2 enfants. Et la mère s'est assise d'un côté du bus. Vous savez, il y a 2 sièges de chaque côté dans un bus Greyhound. La mère était avec un enfant, l'autre se trouvait juste de l'autre côté de l'allée, à moins d'un demi-mètre. Malheureusement, la personne à côté de cet enfant était un délinquant sexuel récidiviste qui a recommencé ses actes sur elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé avec l'affaire? Alors, l'affaire était intéressante car l'identité de la personne restait inconnue, l'enfant l'ayant signalé tard dans la nuit. Mais de façon remarquable, ils ont identifié l'individu. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison. Type similaire. De contact à ceux que nous avons dans cette affaire sous-jacente. Et qu'en est-il de Greyhound? Quelle a été leur réaction face à ce qui s'est passé? Ils n'ont fait aucune déclaration. À l'époque, j'étais procureur et je n'ai pas eu affaire à Greyhound. Je ne pense pas que Greyhound ait eu de responsabilité particulière, mais ces faits restent troublants. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est fou. C'est fou d'y penser. John Cluon, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Désolé, c'est de cette affaire dont nous parlons, mais clairement, vous savez, malheureusement, vous avez de l'expérience dans ce domaine. Vous voyez cela se produire dans différents modes de transport. Essayez tous de rester prudents là-dehors. Je ne sais pas Je ne sais même pas comment prévenir ce genre de choses. Mais Jean, merci beaucoup. Tu es de retour, Jesse. Content de te revoir. Très bien tout le monde, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.